Bah, que dire en fait si les paroles ou l'écriture sont de l'ordre exponentiel, ségrégaire, que reste-t-il pour Homo locax? Alors, les gens qui parlent m'assurent beaucoup, en fait, surtout dans la franchise, comment on peut comprendre la franchise. Avec les petits essais de post-notes partagés, repris, insistés, et puis délaissés ou repris selon l'intérêt, etc. On comprend tout de suite la franchise, franc-parler propre au français, selon le mythe, mais en général, c'est quand même très rare. Les gens qui savent parler, ou bien les gens qui s'essayent dans la parole, bien sûr, beaucoup, ils font des essais, et c'est parfois décevant, ça, il faut reconnaître. Mais il faut distinguer les âges. Bizarrement, si on retourne à Gertrude Stein, la nature humaine reconnaît l'âge, suit l'âge, mais l'esprit humain, selon elle, ne reconnaît pas l'âge. C'est dommage, ça peut devenir tyrannique. Il faut donner temps au temps. Donc, il faut respecter aussi ségrégation spatiale. C'est comme un blocage dans la langue. Donc, cette ségrégation, c'est entouré des interdits, des mal vus, mal reçus, des peurs, des craintes, des inexpérimentés, au moins dans la parole. Mais les gens, il y a des jeunes qui sont complètement inexpérimentés, mais pas dans la lecture. Dans la vie, on peut être inexpérimenté, mais dans la lecture, on peut aller trop loin. C'est-à-dire l'esprit humain peut devancer la nature humaine. Ça aussi, c'est vrai. Et parfois, au contraire, la nature humaine va trop loin. La nature ne peut pas aller trop. La nature avance et l'esprit s'arrête. Ça existe. Donc, tous ces diachronies, tous ces anachronismes, tous ces segmentarisés de l'ordre vraiment excrémentiel, c'est-à-dire objectal, de l'ordre de l'objet, bien que ce sont des objets parlants, mais partiellement parlants. Voilà, c'est dans le discours psychanalytique, c'est la première fois qu'on prononce d'un objet partiel et partiellement parlant. C'est une grande avancée, à mon avis, et dans la compréhension du genre humain, dans ces différences d'âge et de culture. J'ai donné immense temps pour pouvoir distinguer, quand on dit, par exemple, par exercice, quand on dit une psyché musulmane, j'ai voulu qu'on puisse comprendre tout de suite ce qu'on veut dire. Et quand on dit un psyché juif, j'ai voulu qu'on puisse comprendre tout de suite ce qu'on dit. Et quand j'ai dit un psyché chrétien, j'ai voulu qu'on puisse comprendre tout de suite ce qu'on dit. Mais c'est pas si facile. Mais j'ai avancé énormément dans cette insistante recherche. Et j'ai vu en 3 semaines, ça me suffit. Mais il n'y a pas de pure caractériologie. Donc segmentarité, c'est très juste. C'est spatiaux, c'est-à-dire il y a un espacement, et il y a une chance de synthétiser dans la temporalité.
dans l'acte de parole, justement, qui synthétise d'une part la langue et vouloir dire, c'est-à-dire le besoin, le désir, pousser, je dirais, pousser, pour ne pas dire drive. En allemand, pulsion, voilà, de l'ordre pulsionnel. Alors cette dualité du corps et de l'âme, alors là, ça nous fait tellement de problèmes, peut-être à juste titre. Et justement, de quel droit on peut parler de l'objet chez l'homme? C'est parce qu'il est corporel, il est d'abord il est il est, comme disait Paul Claudel, la chose tue. C'est l'un des choses les plus irritantes peut-être, n'est-ce pas? Une passivité plus passive que la passivité, catégorie lévinassienne, voilà, une non-réponse absolue de l'ordre de Melville, Bartleby, quelqu'un qui est incapable de répondre, abruti pour nous, mais pour quelle raison incapable de répondre, n'est-ce pas? On revient aux psychoses maintenant. À mon avis, le schizophrène peut parler beaucoup. Il peut refuser de répondre, c'est autre chose, mais peut parler beaucoup et peut inventer des histoires. Mais un psychose résiste plus longuement et durement à l'explication, et quand il donne une explication, c'est déjà fait. C'est-à-dire, c'est pas une fiction, c'est déjà une réalité pour lui. Parce que psychose, il s'est installé d'avance dans sa fiction comme réalité. Il habite sa fiction comme réalité, sinon pour lui, c'est pour ça que pour lui, il ne délire absolument pas. Pour nous, c'est ce qui est délirant, c'est que quand il fait quelque chose, c'est pas délirant, mais quand il explique pourquoi il a fait ça, au niveau d'explication, c'est de disjonction du fait, action et de la parole ou des sens, on est surpris. On n'est pas devant une grande littérature, on est intrigué, on veut savoir plus sur ces procédés. Par exemple, Raymond Roussel, n'est-ce pas, impression d'Afrique. J'utilise mes impressions d'Afrique sans aller en Afrique. Très bien. Chacun de nous a droit de construire son Africa chez soi. C'est fantastique, sinon on ne peut rien écrire. Il fallait toujours, pour un anthropologue par exemple, il fallait toujours sur le terrain, être en train de parler avec les gens, et donc on ne connaît pas la langue, mais pour pouvoir construire son Afrique, et chaque anthropologue, donc chaque théoricien, doit être quelque part un peu psychotique. Hein. Là, il ne faut pas oublier toute théorie, quand on dit paranoïaque pour une étoile David, cette ségrégation trinitaire de Dieu, monde, âme, ça aussi c'est une grande, à juste titre ou à injuste titre, autre chose. Mais dès qu'il y a une structuration, des rapports interactivité structurelle, eh bien on est quelque chose comme dans la psychose. Même s'il s'agit de la réalité réelle, c'est-à-dire économie mondiale, réalité économique, chômage, demandeurs de travail, manque de moyens, toute cette rationalité réelle
dite réelle, c'est notre psychose, c'est notre époque, ce qu'on appelle notre époque, notre réalité. Même Geist of Time, l'esprit du temps, c'est tout ce qu'on spécule sur ce sujet, c'est très instructif et dès qu'ils sont les produits purs de l'esprit humain, valeur fiduciaire de la monnaie, y compris ce genre de choses de l'ordre conventionnel, même reconnu, alors on est dans une rêve. On est dans une rêve, on est dans une invention, on n'invente pas de nouveau, mais on y croit. On y croit parce qu'on ne croit pas que ce sont des inventions. Donc on est, chacun de nous, il y a un côté a priori de la psychose. C'est à partir de là que schizophrénie comme modèle devient une chance pour déstructurer, pour mimétiser, pour déjouer, pour ironiser, pour rendre et en montrer le néant, le nihil. Voilà, ce sont des actes très avant-gardistes, ironie aussi. Ce matin, par exemple, je faisais à 6 heures du matin dans une station de gasoil pleine d'ironie. C'est ma manière de venger sur la vie. J'étais dans une station de lavage d'auto, je filmais un lavage de cerveau, etc. Ce genre de choses qui sont légères, apparemment. Mais ça nous donne donc une sorte de jouissance partagée à mon sens, mais on a besoin de choses quand même plus sérieuses le soir, n'est-ce pas, avec la trompette de la nuit, les anciens cahiers sourds, les anciens amés sonnent la porte de nos ondes cérébrales et sur les antennes du monde, on est dans la recherche d'une étoile naissante, une étoile bébé en incandescence, quintessence, etc. Oui, il y a une histoire cosmique dans l'histoire de Anus solaire de Monsieur Président respectueux Schreiber, dans l'histoire de Hans, à qui ou à son père Lacan conseille de loin suivre de près l'itinéraire et participer, ne pas s'isoler en tant qu'un métalangage instituteur et institutrice, mais comme on caresse un animal, on caresse ses âmes en lui avançant des éléments pour son psychose. Sinon, on n'aura jamais trouvé le fil conducteur avec lequel nous pouvons dénouer un nœud difficile. C'est ça notre métier. Au revoir. Alors, je vais faire une lecture d'un poème d'un ami que je n'ai pas vu depuis 1990. Au moins, mais on s'est fait des signes de vie. C'est rare parce qu'il s'agit d'un ami parisien, également enseignant. Il s'appelle Bruno Girard. Son nom de famille, effectivement, m'avait fait rêver s'il y avait un rapport de familiarité avec René Girard, qui est quand même
travaillé sur le même sujet que moi, sacrifice. Eh bien, non. Alors, je crois que enfin, j'ai appris, ou bien je lui ai dit que j'écrivais des poèmes et parlais de mes projections futures. Ça, je me souviens très, très nettement. Et la conversation passait dans le bois de Vincent. On était allé juste pour se parler, pour se voir, et par exprès. Et le bois de Vincent, à l'entrée, parce que à la tombée de la nuit ou du soir, c'était un soir d'hiver. Mais je crois que j'ai pas. Il m'a demandé précisément de mes projections futures. Je lui ai dit, enfin, c'est pas des choses très extraordinaires, mais bon, ce que je voulais faire fait bien, en excellence, mon métier d'écrivain, d'être reconnu si dans mon pays au moins, comme je suis en France, donc avoir une certaine excellence aussi, au moins dans cette langue qui n'est pas ma langue maternelle ou paternelle, etc. Voilà une conversation qui m'a marqué. Et lui, comme il avait demandé une seule question, et enregistrer, encaisser la réponse pour l'éternité. Mais dernièrement, enfin, il y a quelques semaines, quand l'un de mes films fait un éclat, donc c'est lui qui était aussi l'un des destinataires de l'appel de la sortie de mon film, en fait, un truc bizarre. Il faisait partie d'une liste d'emails, donc il était au courant de mes travaux. Il m'a dit, et en rappelant, je crois, ces moments de promesse ou de je ne sais quoi, de kehanet, prédiction concernant l'avenir, eh bien, il m'a répondu tout court en disant, moi je vais te suivre partout sur la terre, quelque chose comme ça. J'avais oublié que je lui avais demandé aussi exactement partager l'un de ses poèmes avec moi. Je voulais vraiment lire en fait l'un de ses écrits. Il n'a pas tout de suite répondu et donné au choix à lire et tout, mais il m'a, plus tard, je ne sais pas si par écrit, sûrement le poème était écrit, mais par lettre ou par un papier intercollé que je n'ai pas gardé. S'il s'agissait d'une, il faut voir les lettres, c'est autre chose. Moi, j'ai son poème. Juste derrière, dans la pénultième page d'un cahier de l'époque que je tenais régulièrement pour les cours de collège international de philosophie. Donc, j'ai trouvé une page blanche d'un papier de qualité et j'ai rédigé son poème parce que it's my handwriting, je le reconnais. C'est pas son handwriting, c'est pas son manuscrit. Alors je lis ce poème qui n'a pas de titre, sauf peut-être première vers, et qui ne s'agit qu'un seul mot d'ailleurs, boue, la boue, boue. L'autre jour, je vais chercher, enfin, je parle toujours de la terre glavieuse et tout. Je trouve mal le mot boue et qui se prononce mal pour une oreille turque. Enfin, c'est comme un enfant, un langage de bébé, etc. Bon, glavieux, c'est très accentué, très français, très latin. Et en plus, ce syllabe gla, c'est très très génératrice. Depuis qu'on a lu gla
de Derrida, etc. Enfin, bon. Mais le sujet, enfin, le contenu de mes recherches, c'était la Terre, modélable, sur l'exemple de Camille Claudel, de cette scène célèbre, de nuit chercher de la Terre ou glaise pour faire des modélages pour ces sculptures. Mais comme il s'agissait d'une fin irrésistible, elle dévorait la terre. Et cette scène m'a marqué en fait concernant ce respect ou irrespect pour son travail en fait. Labor, fever, etc. C'était donc ces mots qui m'appartiennent. Et c'était, je crois, hier soir ou avant-hier. Il s'agissait le film sur l'état de psychanalyse, l'état des cas aigus, etc. Alors, 1000 prétextes pour ne pas lire directement son poème qui m'est cher et qui concerne la boue et la suie. Mais je suis en train de lire toujours. Thématique est super. Avant de tomber la nuit, avant que je sois complètement aveuglé dans ce coin de parloir que j'appelle Pantagruel, mon coin Pantagruel, je lis le poème de Bruno Girard, écrit exactement 20 mars 1990, fait à Paris, daté. Boue et suie et moisissure et fumier hépatique, ravalement des perspectives, brume hurleuse, étouffante, qui souffle aux ratières mystiques des guanos de pensées confuses, enlacement mortel dans la lumière jaunâtre. Ô toi, tu vins, et les poutres grillagées renvoient des poussières fades. Tu viens, tu vins. Je respire aux arcades naissantes. Je susurre aux arcades puissantes des mots consolateurs, déchirures divergentes, jeux de corps et parfums, croix, sang, mon exquise plainte sous les antennes du monde, tes yeux. Donc sans analyser, je n'arrive pas à passer sous silence. Bon, est-ce que c'est un poème qui est écrit à moi, non pas pour moi, mais à moi? Parce que j'ai lui commandé un poème, ou bien il a compris comme ça, et il a préféré, au lieu de partager l'un des anciens poèmes comme exemplaire, eh bien, il a écrit un tout nouveau poème, peut-être pour moi, parce que plusieurs fois, 1, 2, je crois, 3 au moins, et il parle de deuxième personne singulier. Toi, tu viens, tes yeux. Oh toi, tu viens, c'est 2 fois répété comme verbe indépendant, etc. Donc, je le fais apparemment mien, le poème, et je l'ai gardé dans un endroit qui est exceptionnel. Je ne fais jamais des choses. Enfin, j'écris partout des poèmes, les miens, et on les détruit ou en réécrivant ailleurs, etc. Mais ça restait comme une icône que j'ai photographié. En plus, c'est écrit sur papier blanche avec un crayon rouge feutré qui est bien résisté aux pluies de Paris et d'Istanbul.
jusqu'ici. En plus, ce cahier, c'est normalisé un peu entre mon lieu de travail et chez moi, bien que ça concerne les cours publics. C'est plutôt de l'ordre privé. Ce cahier, c'est très mélangé. Il y a même mes dessins, mais en majorité, ce sont des notes de cours de philosophes contemporains en vrai, en direct, et que j'ai eu chance de les écouter, prendre des notes, etc. Oh, j'allonge un peu le truc. Je me disais en fait, comment lire et comment donner la voix, prêter la voix à ce poème. Quel est son rythme véritable? On peut lire de mille façons, mais quel est le véritable rythme? Et quand mal lire, ça détruit tout le sens, bien sûr. Mais on choisit certains endroits où on lit bien, mais certains endroits, bon. En totalité, il faut trop travailler. Et en plus, c'est pas du tout sûr que ça va réussir, etc. Il faut prendre ça comme une pièce de tragédie classique. À cet exemple, il faut penser chaque point mortel. Je répète alors. Boue, essuie, moisissure, fumier apathique, ravalement de perspectives, brumuleuse, étouffante, qui souffle au râtier mystique des guano de pensées confuses. Un lancement mortel dans la lumière jaunâtre. Oh, toi, tu vins. Les poutres grillées renvoient les poussières froides. Tu vins. Je respire aux arcades naissantes, je susurre aux arcades puissantes des mots consolateurs, des chirures divergentes, je décore des parfums, quoi, sans, mon excuse plainte sur les antennes du monde, tes yeux. Bon, à la fin, tes yeux, pourquoi j'ai plongé, alors qu'il n'y a qu'un seul point, mais je vois deux points avant le mot T. Et comme c'était séparé de l'ensemble du poème, une dernière note qui commence à chanter avant la prononciation. Je crois que cette fois-ci, c'est bien réussi ma lecture. En tout cas, vous avez compris qu'il s'agit d'une certaine... Enfin, moi, j'ai eu... Avec cette lecture, cette fois-ci, hein, pas toujours. J'ai lu 1000 fois ce poème, mais il s'agit d'une... oratorium, mais quelque chose qu'on peut s'improviser dans un monastre, tout seul, un frère entre nous, un frère parmi les frères, un frère chrétien, un fraternel ami de Dieu, dans sa solitude, en se promenant donc sous les arcades d'un monastre auquel il s'est donné. Il décrit aussi l'atmosphère, l'existence des râtiers, mystiques, reçus, perçus comme mystiques. Il y a plusieurs perspectives d'architecture, surtout les éléments naturels comme moisissure, poutres, grillages, arcades puissantes, naissantes. Il y a l'existence humaine, présence humaine, corps et parfum, et quelqu'un vient ou passe, intéressant, passe sous les arcades, et il y a un ravalement de perspective. Pourquoi ravalement? Hépatique. Ce mot est difficile. Je connais le mot apathie, ça vient du grec, mais je suis épaté, on dit en français. Fumier, hépatique, ça,
il faut difficilement comprendre. Enfin, on peut. Et lumière jaunâtre, ça, c'est... On comprend. Et un lancement mortel dans la lumière jaunâtre, une scène d'amitié. Poudre grillagée renvoie les poussières fades. Fade, on peut le lire froide aussi. C'est pas à cause de moisissure, suie, boue. Et il ne s'agit pas de l'été, en plein été, avec le parfum des botaniques, des floraisons. Mais non, il y a je décore les parfums. En plus, ça se finit de manière très fraternelle au sens chrétien. C'est une croix sans sang. J'utilise très rarement le mot sang en turcan et ça m'irrite en fait. Je suis malade de sang actuellement en plus. Mais ici effectivement ça renvoie à un rituel de croix, crucifixion. Effectivement. Mon exquise plainte sur les antennes du monde, le mot antenne très moderne et qui contredit un peu toute atmosphère donc moyenâgeuse ou sans âge de monastre, là où on se retire du monde, donc on n'a aucun rapport avec les antennes du monde. Et les plaintes ne devraient pas du tout arriver jusqu'à les antennes du monde. Exquise plainte. Donc ce dernier vers, comme s'il s'agissait d'une sortie de monastre, choisir Dieu ou mes yeux, exagéré, mais antenne du monde quand même, ça veut dire c'est tout ce qu'il veut dire. C'est très Nazım Hikmet, c'est très Mayakovsky, c'est très début de modernité, à la fois socialiste, à la fois progressiste, à la fois futuriste, italien, les antennes du monde et tout. Mais c'est devenu une réalité, c'est-à-dire notre cher web sur lequel nous nous recontactons, nous nous réunions, et en quelque sorte, tout poème publié, c'est une plainte. Et c'est très juste. Moi, j'ai écrit des choses comme ça en Türk, en fait. Bitmek bilmeyen uğuldamaları, radyo dalgalarına binmiş şeylerin, ilençli sesleri, voilà, les ondes de radio, pour notre génération, l'antenne, c'était un événement mystique par excellence. Et oui, ça pourrait même contribuer à prouver l'existence de Dieu et plénitude de l'être. Donc si les ondes qu'on peut émettre pourraient se disperser dans le vide, c'était la preuve que le cosmos était plein de petits anges et des éléments célestes à notre service. Et oui, plénitude, pléroma avait un sens physique maintenant pour notre génération qui a connu TSF ou radio-télévision turque, TRT, etc. Toutes les nations, dans les ondes courtes surtout, que j'adorais chaque soir avec une lumière jaunâtre d'œillet, avec les grandes radios appareils, donc récepteurs radio, avec les lampes à l'intérieur, avec leurs cathodes, anodes, irradiant depuis Pierre-Marie Curie, des radiations jaunâtres ou verdâtres. Ça me fascinait, surtout le nombre de villes sur lesquelles on peut se promener. En plus, tous ces langues qui se mélangeaient dans les ondes courtes, c'était
très instable de distinguer l'une station de l'autre s'il était pour le régime ou contre le régime. Et il y avait en plus des grandes puissances du monde, des émissions en langue locale qui faisaient de propagande dans certaines heures de la nuit. On pourrait entendre qu'un Russe parle turc avec un accent très pointu et qu'il fasse une propagande du communisme ou Voice of America, Turkish Time, etc. Ou Radio France Internationale, Radio France, Radio Luxembourg, RTL, etc. Tout ça, on connaissait. Moi, je lisais, je suivais tous les foot matchs qu'on nous comptait en direct. Toute cette ère de fête, effervescence, faire un corps uni à travers les ondes, c'était extraordinairement en effervescence ce moment de notre civilisation. Et notre génération a vu la venue d'Internet, aussi web, qui a très chaleureusement accueilli, mais un peu quand même jalousement gardé en secret, en privé, et dans les connexions ICQ, etc. Donc privé prédominé dans l'Internet, et avant que ça devienne public, républicain et de puissance centrale, donc disparu, etc. Voilà, le poème m'a fait penser tout cela ce soir.